Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée nationale de reddition de comptes, la seconde phase a démarré ce jeudi. Patrice Talon était à Pereret, les détails dans ce 20h. Bientôt le 10 janvier, les religions endogènes seront à l'honneur. Nous vous proposons dès ce soir une série d'éléments sur différents pans du vaudou. Le socio-anthropologue Dodi Amouzouri va nous entretenir sur les rapports parfois difficiles de l'homme avec le vaudou. Hors du Bénin au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a prêté serment ce jeudi pour un second mandat. Pendant ce temps, aux États-Unis, le Congrès a validé la victoire de Joe Biden. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La seconde phase de la tournée de reddition de comptes du président de la République, Patrice Talon, était ce jeudi à Pereret. La cité des Saka-Yerima a réservé un accueil chaleureux au premier magistrat du pays. Nous reviendrons sur cet élément au cours du journal. Le député Ernest Médéwanou a fait don de 16 tonnes de riz aux femmes de la commune de Toviklen. Nous sommes dans le département du Koufo. C'est un acte qu'il pose chaque année à la veille des fêtes. Tonyon Doudedi Fatina pour le compte-rendu. Cela fait plus de 15 ans que ça dure. Ces dons de vivre aux femmes de Toviklen sont pour ce digne fils du Koufo un engagement certain pour le mieux-être des populations. Un acte habituel, depuis 16 ans que moi je suis devenu un peu majeur, j'ai toujours manifesté de la sorte. J'ai commencé avec 6 tonnes. Je suis allé à 10 tonnes, aujourd'hui je suis à 15 tonnes pour eux. Ce n'est pas rien, c'est pour atténuer un peu la souffrance des femmes. L'homme d'affaires, aujourd'hui en politique, a une vision du développement qui n'exige pas que l'on fasse de la politique sa profession. Le député Ernest Médéwanou, sans langue de bois, fustige ses détracteurs qui ambitionnent ternir son image. Il invite les populations à mieux comprendre sa vision. Ils ont peur de l'éveil des populations. C'est ce que j'ai compris. Moi, je vais éveiller mes populations pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas avoir de l'argent en politique. Mais on peut pousser des gens qui peuvent faire le bonheur. Cette année encore, l'homme n'a pas dérogé à la règle qu'il s'est lui-même imposée. Partager avec les siens un peu de ce qu'il gagne à la sueur de son front. Et à en croire les dires, sa générosité n'est pas prête de s'estomper. Et désormais, son ambition est de voir naître dans cette commune de véritables projets de développement initiés et mis en œuvre par les natifs de la localité. Il faudrait que les autochtones voient en leur milieu qu'est-ce qu'il leur faut pour leur développement, pour leur bien-être. Ils vont réfléchir sur les projets que l'État va accompagner. Il donne rendez-vous pour l'année prochaine. Les activités autour de la création des organismes génétiquement modifiés seront désormais réglementées au Bénin. Le Parlement vient de donner carte blanche au gouvernement sur un projet de loi introduit à l'Assemblée nationale. Firmin Bassaou. Un projet de loi adopté à l'unanimité des députés de la 8e législature et qui permettra, à travers un cadre juridique bien défini, de protéger les populations contre les effets néfastes des produits issus des OGM, organismes génétiquement modifiés. Selon le ministre du cadre de vie, Didier Tonato, le Bénin
seul pays n'ayant pas encore légiféré sur la biodiversité au sein de l'UEMOA, entend rattraper un grand retard. Je voudrais simplement dire que c'est le seul domaine, peut-être, dans lequel, au sein de l'UEMOA, le Bénin occupe un rang qui ne lui convient pas. Le seul pays qui n'a pas encore légiféré sur la biosécurité. Comme nous en avons l'habitude, le projet de loi a été introduit pour marquer le début d'un processus qui va être qu'une fois que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale. Au cours du débat général, les députés ont salué l'initiative du gouvernement, mais ils évoquent toutefois des préoccupations relatives à l'existence d'un cadre de collecte d'informations, au contrôle du respect des règles après le vote de la loi et à la disponibilité au Bénin d'équipements et compétences spécifiques dans le domaine. Loin de ce que c'est que l'OGM et l'OVM, que nos populations certainement ne savent pas ce que c'est. Moi, je voudrais dire, terre à terre, est-ce que l'OVM, ce n'est pas ces poissons qui en 3 semaines ou en 2 semaines pèsent 10 kilos? Est-ce que ce n'est pas ces bœufs qui aussitôt mi-bas pèsent 500 kilos, mais ces poissons, ces bœufs, je ne sais quoi, qui en 2 jours deviennent monstres? Est-ce que l'Afrique, en général, nous sommes à cette étape? Donc moi, je voudrais comprendre, puisque c'est dit. En fait, c'est une politique de l'Autriche. Il faut bien finir avec cela pour voir la réalité en face. C'est pourquoi je voudrais sincèrement féliciter le gouvernement pour avoir fini avec cette politique d'Autriche. Et j'ai bien compris les exposés donc, du président de la commission. Mais je continue toujours de m'interroger comme le camarade de fond. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle philosophie? Comme mon prédécesseur l'a dit, qu'on puisse vraiment nous mettre un peu à l'aise. À l'intérieur, on parle de l'OGM, que l'activité est désormais réglementée. Mais les boutiques que nous avons, qui nous vendent aussi des semences OGM. Quand vous prenez, monsieur le président de l'Assemblée, un coup de dessert, de pastèque, dites-vous que vous mangez un produit issu d'OGM. Il y a des choses que nous mangeons tous les jours, le petit béninois prend tous les jours, qui est issu de ces organes. Quelles sont les dispositions que nous mettons en place pour que désormais dans notre pays, la commercialisation, que ce soit des produits directs ou des produits dérivés des organes modifiés, soit contrôlés au Bénin? Monsieur le Président, pour dire qu'au sortir de cette loi, non seulement nous allons nous conformer aux dispositions internationales pour pouvoir bien mater ceux qui violent ces dispositions et qui empoisonnent notre population, mais aussi cela nous permet d'avoir des assistances nécessaires de la part de tous ceux qui ont adhéré au protocole pour conforter notre position de contrôleur des OVM sur le territoire national. C'est important. Nous sommes dans un monde globalisé et il serait utopique de penser que parce que nous avons mis un moratoire, nous ne consommons pas des OGM tous les jours. D'ailleurs, les collègues l'ont dit suffisamment. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de légiférer pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Pour pouvoir contrôler ce type de produit, il faut des équipements spécifiques. Il faut des laboratoires de niveau 2, de niveau 3, voire de niveau 4. Il faut des compétences spécifiques, des habilitations. Et je me demande si nous avons cela. Parce qu'il ne s'agit pas de légiférer
En fait, lorsque vous légiférez, c'est que vous dites que c'est légal d'emmener chez vous. Mais vous n'avez pas encore les moyens de contrôler. Donc je voudrais savoir si le ministre peut nous présenter, après cette loi, un projet de mise en œuvre avec des constructions de laboratoires capables de niveau de risque nécessaire. Composé de 98 articles répartis sur 8 chapitres, le texte adopté par la représentation nationale pourra entrer en vigueur très bientôt lorsque l'exécutif prendra des textes d'application. Seconde phase de la tournée de reddition de comptes du président de la République, je vous l'annonçais, Patrice Talon, était ce jeudi à Perere, la cité des Saka-Yerima a réservé un accueil chaleureux aux premiers magistrats du pays. De retour de Perere, William Tchoki, Mathieu Soukenou et Mohamed Biya. Patrice Talon entame la seconde phase de sa tournée de reddition de comptes. Une ambiance des grands jours, une liesse populaire des princesses et princes Wassangari de Perere. Les populations de la commune de Perere se réjouissent des efforts accomplis par le gouvernement sous votre leadership depuis 2016. Elles apprécient surtout les nombreuses et courageuses réformes opérées dans tous les secteurs en vue d'impulser une réelle dynamique de développement à notre pays et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations avec pour corollaire les résultats déjà probants. On peut citer entre autres les résultats salutaires obtenus en matière de sécurisation des personnes et des biens avec un accent particulier sur une police véritablement républicaine. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée qui a permis d'améliorer le taux de maintien des apprenants et les résultats scolaires. L'augmentation de la couverture du territoire national en infrastructures sanitaires et la facilitation de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Un devoir sacré pour Patrice Talon d'aller rendre compte à ses concitoyens. Il mesure l'importance et la portée de l'exercice, qui plus est après une première étape. Venir rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance sur quelqu'un à qui il confie son destin, son présent et son avenir, y compris même celui de ses enfants, celui-là à qui il confie tout cela par son geste de foi. Et donc combien il est indispensable de pouvoir lui rendre compte face à face, de vous dire quelle transformation notre pays, quelle transformation notre collectivité, l'ensemble des Béninois, quelle transformation nous avons opérée ensemble en ces années qui s'achèvent et qui désormais nous donnent l'espoir que nous sommes capables enfin de construire notre pays, que nous sommes enfin capables de donner satisfaction à tous nos besoins les uns après les autres, ici et là aujourd'hui, ici et là demain. La cité des Saka-Yerima, Perere, partage 100 km de frontières avec le géant voisin de l'Est, une commune agricole et commerciale par excellence. Elle voudrait mieux jouer ce rôle avec le bitumage de l'As, Parakou, Perere, Niki, Kalale.
pour son désenclavement, les populations de la commune de Pereres attendent leur tour de générosité de votre part afin de leur essuyer les larmes. C'est pourquoi elle me charge de soumettre très respectueusement à l'attention de votre haute autorité les doléances ci-après. Le bitumage de la route Parakou-Perere-Niki, la construction du pont de Gungpare au fin de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Perere Centre pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi, Digidiru, Sandilo, frontière du Nigeria, la construction d'un stade omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Le peu de choses que vous avez citées. Moi, je vous ai écouté et à la fin, j'ai dit, c'est tout ce que Perere, c'est tout dont ce Perere a besoin, c'est tout. Ce n'est que ça. Ou bien c'est par timidité que le maire n'a pas voulu tout citer. Si ce n'est que ça, au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain. Pas au titre d'une promesse électorale parce que nous ne sommes pas en campagne, mais au titre de ce qui est désormais en cours et planifié. Le Bénin retrouve sa grandeur, sa dignité, il renaît de nouveau. Et la conviction de Patrice Talon est d'autant plus grande pour l'atteinte totale de cet idéal. Sachez, mesdames et messieurs, que désormais en 72 heures, vous avez la possibilité d'avoir votre casier judiciaire et ceci depuis votre résidence. Cette innovation est en cours depuis plusieurs mois déjà et des Béninois témoignent de son efficacité. Rebecca Kendiaoundé, Françoise Insou, reportage. Un lien, service-public.bj. Un ordinateur ou un smartphone et vous accédez à plus de 500 services publics, dont le e-casier judiciaire. Une des pièces importantes, souvent exigées pour la constitution de dossiers administratifs, parfois difficiles à obtenir autrefois. Le reproche qui est constamment fait au service public de la justice est celui de la lenteur. Aujourd'hui, et avec la possibilité d'une délivrance en ligne du casier judiciaire, la question de la lenteur paraît réglée. Deuxième objectif prioritaire que nous réglons, c'est celui du rapprochement de la justice du justiciable. Il n'est plus nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire délivrer un casier judiciaire ou un bulletin du casier judiciaire. De chez soi et d'un clic, la question est réglée. En un clic, la question est réglée. Lucrèce l'a expérimenté et en témoigne. Elle était bien présentée, franchement elle était très bien présentée, les informations étaient claires parce que sur la première page, enfin la page d'accueil, on nous demande des informations générales, c'est-à-dire nom, prénom, situation matrimoniale, des trucs du genre. Et il y a une seconde page qui nous permet de confirmer ces informations. Et sur la troisième page, maintenant on nous demande un numéro de téléphone où il nous envoie un message pour nous permettre de payer le casier judiciaire. Je trouve que c'est franchement une avancée parce que le problème du casier judiciaire a toujours été les procédures longues. Il fallait aller au tribunal, ça prenait franchement du temps. Et pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps et qui sont pressés, je pense que c'est une très bonne initiative parce que de chez toi, tu peux facilement le faire avec ton téléphone. On t'envoie ton casier judiciaire dans ton mail et c'est bon. Tout comme celle de Lucrèce, des milliers de demandes ont été enregistrées depuis le lancement de la plateforme en juillet dernier. Grâce à la mise en place de cette plateforme, la demande et la délivrance du casier judiciaire ne souffrent plus de lenteur. Une avancée importante du programme de dématérialisation de l'administration dans le secteur de la justice et qui pourra épargner aux citoyens le déplacement vers le tribunal du territoire où ils sont nés chaque fois que nécessité fait loi.
Ça nous fait un gain de temps et un gain de coût aussi. Parce que moi, par exemple, je suis Baguili, je suis né à Savet, d'accord? Je suis né à Savet dans les collines. Donc, si je dois prendre mon casier judiciaire, je suis obligé de me déplacer, aller à Bomé d'abord et aller faire la demande. Et si possible, me retourner et repartir pour les retirer. Vous voyez un peu le temps que ça me fait et le coût du transport aussi. Alors qu'avec cette procédure en ligne, je peux facilement me rendre sur les sites en 15 minutes. Bon, 15 minutes, c'est même trop. En 5 minutes au plus, j'ai déjà rempli les informations et j'attends le retour simplement. Je suis déjà allé sur la plateforme il y a cela 2 semaines pour demander mon casier judiciaire. Je suis avec la connexion, avec mon Wi-Fi. Je suis allé sur la plateforme et les renseignements qu'on m'a demandé, je les ai fournis. Et puis, en 3 jours, je vous assure, le casier judiciaire est prêt. On me l'a fourni, j'ai téléchargé ma chose sans aller au tribunal. 24 heures ou 72 heures au plus tard et vous avez déjà une notification de réception de votre casier judiciaire dans votre boîte mail. Quel que soit le prix à payer pour son obtention, Lucrèce, Timar et Bienvenue trouvent que cela vaut le coup. Il y a 2 choix à faire. Soit vous voulez faire les procédures longues et aller dans les rangs, soit parce qu'il faut le dire, la technologie, les avancées informatiques ont quand même un coût. On ne peut pas se permettre de dire voilà, c'est cher et tout. Moi, je trouve que pour moi qui n'a pas le temps, c'est franchement très bien pour moi parce que je paye 1900 et j'ai mon truc en quelques temps. C'est mieux pour moi que d'aller faire une queue, de faire tous les services administratifs. Je la recommande fortement d'ailleurs, fortement parce que aujourd'hui, vous voyez, tout le monde a besoin du casier judiciaire. C'est-à-dire pour les dossiers surtout, les dossiers que l'État demande très souvent pour postuler à certains concours et tout, on demande le casier judiciaire. Et vous voyez, beaucoup de personnes sont très loin de leur lieu de naissance. Et juste pour ça, ils sont obligés de se déplacer, aller ailleurs et aller faire ça. Donc cette procédure en ligne, ça facilite la tâche à tout le monde et ça permet à tous les Béninois d'être quand même à l'aise pour obtenir le papier. C'est une très bonne chose. Ça me permet d'économiser en temps, vous voyez. Je n'ai pas fait les rangs au niveau du tribunal. De par le passé, il faut faire le rang, il faut faire des navettes, n'est-ce pas? On dit le signataire n'est pas là, les thèmes sont terminés, tout ça. Dématérialiser l'administration publique en offrant aux usagers des services de qualité, en leur réduisant les coûts. Telle est la vision du gouvernement de la rupture. Une vision dont il s'est donné les moyens depuis plusieurs années déjà. La finalité de tout ceci est de faciliter l'accès aux services publics à chaque citoyen béninois, quelle que soit sa zone de résidence. Après la remise des lots gagnants du jeu Tombola facture normalisée à Porto Novo et à Lokossa, la Direction générale des impôts enregistre de nouveaux gagnants à Cotonou. Ils ont reçu leur lot ce jeudi. Christelle Tongodo, Rodrigue Blandouma. La réforme des factures normalisées en marche à la Direction générale des impôts. Par ce jeu Tombola, plusieurs titulaires de factures normalisées tirées au sort à Cotonou repartent pour les uns avec des lots en numéraire compris entre 20 et 200 000 francs CFA et pour les autres avec un gros lot de 500 000 francs CFA. Le tirage est demandé à composer de 100 lots et décrit en 5 lots de 200, 15 lots de 100, 30 lots de 50 et 50 lots de 20 000 francs CFA. Le tirage mensuel est composé de 2 lots intermédiaires de 500 000 francs chacun et le tirage annuel de 2 super lots de véhicules neufs d'une valeur chacune de 25 millions de francs CFA. Il faut être personne physique, consommatrice finale, résidant sur le territoire national pour participer à la tombola en exigeant aux contribuables détenteurs de la machine électronique certifiée de facturation la facture normalisée lors des achats. Un tirage mensuel, hebdomadaire et annuel initié par la Direction générale des impôts depuis le 26 juillet 2020. Ceci vise la promotion des factures normalisées. Comme vous le savez, la facture normalisée est comme toute une autre facture, une facture ordinaire,
à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés. Et c'est très important lorsque vous achetez ou vous faites des transactions avec une tierce personne qui vous donne une facture et qui dit que c'est normalisé, c'est très important de vérifier ces éléments de sécurité. Sur la facture, ces éléments peuvent être en haut ou en bas, à droite ou à gauche. Au premier abord, ce que nous appelons code QR. Code QR qui est représenté par un carré noir. Quand vous voyez ce carré noir, ça veut dire que c'est un début de facture normalisée. Après, vous allez voir code DGI-MECEF. Code DGI-MECEF, qui est un ensemble de chaînes de caractères. Je donne cette précision qui est vraiment capitale parce que nous recevons beaucoup de plaintes des contribuables. Justement parce que vous avez fait cet exercice et que vous le faites régulièrement, que vos factures ont été tirées au sort pour faire de vous des heureux gagnants de ce matin. En effectuant une transaction financière de moins de 2000 francs, Michel Aïnadou repart avec le gros lot, un chèque de 500 000 francs CFA grâce à la facture normalisée. Intéressons-nous à présent à cette formation des encadreurs sportifs, une formation qui entre dans le cadre de la réalisation du projet de promotion et de développement des activités sportives dans les écoles. C'est une initiative de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Robert Copin-Edor, Bernol Djogbe, compte rendu. Moi-même issue du monde du sport et de l'éducation physique. C'est une formation qui permettra à ces encadreurs sportifs de renforcer leurs capacités. Appuyée par la FIFA, cette initiative du ministère des Sports qui pilote le projet des classes sportives se poursuit dans sa phase opérationnelle. Ce que nous sommes en train de faire avec la FIFA nécessite plus de rigueur, plus de sérieux, plus de sacrifices. Et je voudrais vous informer de la part de Monsieur le ministre que à partir de cette rentrée, un suivi rigoureux va se faire sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu que ce soit une quarantaine d'encadreurs que nous avions envisagé former au départ avec la FIFA et la Fédération française de football, Monsieur le ministre a demandé que nous prenions tout le monde en compte. C'est pour ça que vous êtes passé à 200 et quelques. Il a voulu qu'on vous fasse profiter à vous tous de cette formation parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'avoir d'aussi grands experts qui se déplacent pour venir passer d'aussi longs jours dans un pays, surtout que la température actuellement avoisine les 32, 33. C'est une joie de pouvoir contribuer au développement des encadreurs au Bénin. La formation va être de haute qualité. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de travailler avec les personnes du ministère pour mettre un beau projet en place par rapport à tout ce programme dans les écoles. Je vous remercie pour votre présence aussi. Ça nous conforte dans notre choix d'avoir choisi le Bénin comme projet pilote. Et nous espérons que grâce à vous, grâce au succès de cette mission, de ces formations, nous pourrons aussi répliquer ce type de programme dans d'autres pays. Au terme des échanges avec ces experts de la Fédération française de football, ces encadreurs sportifs vont acquérir de nouvelles connaissances et techniques en matière de planification d'une saison sportive et d'animation d'une séance d'entraînement. Après l'Atlantique littoral, cap sera mis sur le même plateau pour le même exercice. Le Bénin est un pays pilote. Et toujours par rapport au programme de promotion et de développement des activités sportives, le ministère des Sports a organisé une formation sur les notions de l'arbitrage au profit des jeunes béninois aspirant au métier d'arbitre. La formation est conduite par les experts de la Fédération internationale de football association en mission à Cotonou. Regardez. C'est un projet complet que le gouvernement béninois a négocié avec la FIFA et nous sommes ici particulièrement pour l'arbitrage. C'est le volet arbitrage du projet Football for Schools qui est pris en compte ici. Ces jeunes béninois aspirants arbitres reçoivent de ces experts du sifflet international une formation sur les notions de l'arbitrage. Au cœur des échanges, 5 thèmes de jeu développés. Nous avons toujours les mêmes thèmes
que ce soit à l'élite, que ce soit aux moyens, même aux jeunes. Nous avons 5 thèmes, c'est les incidents à la surface de réparation, c'est la faute de main, c'est le hors-jeu, c'est le placement et le déplacement, et c'est quelques notions de VAR. Tout ça, ce sont des termes qu'on développe à chaque niveau. C'est un projet à long terme. On aimerait avoir encore des Kofi Kodja à la Coupe du Monde à partir de cette génération. Cette formation s'inscrit dans la série des activités sportives menées par le gouvernement béninois qui priorise la formation à la base des acteurs sportifs. Ce programme fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement sectoriel sport que nous essayons de mettre méthodiquement et rigoureusement en œuvre depuis le lancement du PAG en 2016. Et dans ce programme, nous avons à cœur de détecter, de former et de promouvoir des jeunes secouristes, des jeunes arbitres, des jeunes reporters sportifs, des jeunes organisateurs d'événements sportifs. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez vu n'est qu'un petit pan de ce programme qui est le programme des jeunes arbitres. Et nous avons, grâce à la coopération Bénin-FIFA, et je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon et les autorités de la FIFA, en l'occurrence le président Gianni Infantino, pour avoir accepté de faire du Bénin un cas d'école. Vous savez, c'est la première fois que la FIFA signe une convention avec un État. Et ça s'est porté sur le Bénin. La FIFA est impressionnée par les programmes que nous mettons en place au niveau du ministère des Sports et nous accompagne depuis quelques années. Soutenus par la FIFA, les responsables de ce projet entendent s'engager aux côtés de ces jeunes pour un suivi à moyen et à long terme. Bientôt le 10 janvier, fête des religions endogènes au Bénin, et pour coller à cette actualité, la rédaction s'intéressera chaque jour jusqu'à cette date à différents pans du vaudou. Dans ce premier épisode, parole à Dodja Mouzovi, socio-anthropologue qui pose un regard qui se veut scientifique sur les rapports parfois difficiles de l'homme avec cette déité. On l'écoute dans cet élément préparé par Nikano Kovi. En tant qu'esprit, en tant que déité, en tant qu'énergie et non en tant que culture, le vaudou est simplement vaudou. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est l'homme, dans son approche du vaudou, dans son instrumentalisation du vaudou, qui en fait esthétiquement répugnant, esthétiquement acceptable, bon, mauvais, etc., etc. Et le vaudou a hérité de ce que j'appelle la littérature para-anthropologique malheureuse. Parce qu'à cette rencontre-là, où nous viendrons sur le développement, où il y a le matériel, puisque quand vous prenez l'homme, l'humain, vous avez 2 grandes dimensions qui se retrouvent aussi au niveau du vaudou, la dimension immatérielle et la dimension matérielle. La rencontre avec l'Occident, chez nous, c'est partout, c'est connu aujourd'hui, c'est une vérité. Les rapports de force avaient été, les rapports de force physiques, matériels, empiriques, avaient été à leur faveur. Ils avaient les fusils, nous n'avions pas de fusils. Et puis, il y a ce que j'appelle le hold-up intellectuel, ce que j'appelle l'impérialisme religieux, qui a amené les gens à dire, bon, si vous êtes d'accord que nous sommes plus forts que vous avons gagné à la guerre, acceptez que nos dieux soient plus forts que vos dieux. Et logique de malentendu, doublement entendu, on a tout fait de dire, ok, s'il est plus fort que moi, c'est que le Dieu qu'il a amené est peut-être plus fort que mon Dieu. Mais rien n'est plus vrai, aucun Dieu n'est supérieur à un autre Dieu. Nous sommes de l'ordre des déités, les dieux sont différents et dès qu'ils montent, ils convergent vers le Dieu unique qui lui est atemporel, qui lui est agéographique. Hors du Bénin au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a prêté serment ce jeudi pour un second mandat. Quelques heures après des scènes de bagarre entre députés au Parlement aux États-Unis, le Congrès valide la victoire de Joe Biden. Donald Trump, quant à lui, promet une transition ordonnée. Stanislas Limpon. Scène de chaos dans la nuit de mercredi à jeudi au Parlement du Ghana. À l'origine, la tentative d'un député du parti au pouvoir de prendre l'urne contenant des bulletins de vote lors de l'élection du président de la Chambre.
Après plusieurs heures de bagarre, l'armée intervient pour rétablir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition. Une scène qui se produisait devant les caméras de la télévision nationale qui retransmettait cette séance en direct. Cette intervention de l'armée indigne le député de l'opposition Kwame Oumassi Ampofo qui parle d'une entorse totale à la loi. Pour le parlementaire du Parti Congrès National Démocratique, quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l'armée n'a pas sa place dans la Chambre. Nous protestons contre la tentative de vol des bulletins, mais nous n'étions pas violents, assure-t-il. Le Parlement, élu en décembre, est divisé de manière quasi égale entre les députés du nouveau Parti patriotique et du Congrès national démocratique qui partagent chacun 137 sièges auxquels s'ajoute un seul indépendant. Ils devaient faire leur rentrée ce jeudi matin en prélude à la cérémonie d'investiture du président Nana Akufo-Addo qui prête serment dans la même journée pour un second mandat. I, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Moi, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, au nom du Dieu Tout-Puissant, je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi, que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. So help me God. So help me God. Joe Biden certifié président des États-Unis tôt ce jeudi matin. Le Congrès américain l'officialise après des heures de violence. La session avait été interrompue mercredi suite à l'éruption des centaines de manifestants pro-Trump au Capitole. Les forces de l'ordre débordaient. Il leur a fallu près de 4 heures d'horloge avant de reprendre le contrôle de la situation et surtout grâce au renfort de la garde nationale. Dans les échauffourées, une femme a été tuée par balle à l'intérieur du Capitole. 3 autres personnes meurent durant le meurtre. 52 manifestants arrêtés. Un peu plus tôt, Donald Trump les avait incités par une vidéo à se rendre devant le Capitole pendant le processus de certification, entraînant la suspension de la session et l'évacuation des élus. Dans cette dernière publication sur Facebook et Twitter, Donald Trump soutient que sa victoire lui a été volée et appelle ses partisans qui ont envahi le Capitole à rentrer chez eux. Les 2 réseaux sociaux, impossible de continuer à le rappeler à l'ordre, ont dû suspendre ses comptes. Le sénateur républicain Graham, un proche allié de Donald Trump, l'accuse de tenter un coup d'État. Trump and I, we've had a hell of a journey. Trump et moi, nous avons fait un sacré chemin. Je déteste que ça tourne ici. Oh mon Dieu, je déteste ça. De mon point de vue, il a été un président conséquent. Mais aujourd'hui, la première chose que vous verrez, tout ce que je peux vous dire, ne comptez plus sur moi. Trop c'est trop. J'ai essayé d'aider, mais en vain. Mercredi soir, Joe Biden appelle au calme tout en déplorant cette image de l'Amérique écornée, offerte au monde entier. Ce jeudi, le Congrès confirme la victoire de Biden à la présidentielle, faisant de lui le 46e président des États-Unis d'Amérique, après plusieurs interruptions dues à des demandes de rejet des résultats dans certains États. Joseph R. Biden Jr. de l'État du Delaware a reçu 306 votes. Donald J. Trump de l'État de Floride a reçu 232 votes. Juste après, le président sortant Donald Trump, par un tweet de son conseiller, admet que son mandat a pris fin tout en soulignant qu'il est en complet désaccord avec le résultat de l'élection. Il fait néanmoins savoir qu'une transition en ordre aura bien lieu le 20 janvier prochain. En Chine, il n'est désormais plus possible d'acheter de billets de train pour Pékin au départ de la ville de Tijiazhuang pour des raisons sanitaires. Ici, des voyageurs attendent devant une gare, cette ville chinoise ayant imposé des restrictions de voyage et effectue des dépistages. Les principales autoroutes menant à cette ville, située à environ 300 km au sud de Pékin,
ont été fermés et les bus interurbains ont été arrêtés pour empêcher le coronavirus de se répandre à l'extérieur de la ville. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.